Bien, bonsoir, merci d'être parmi nous pour une conférence Ma Santé 2022 vue par les futurs professionnels de santé. Donc, je suis Alexis Thomas, directeur de cabinet de la Fédération hospitalière de France. Et ce qui nous semblait intéressant, et je remercie tous les intervenants qui vont se présenter et présenter leur structure, c'est dans ce mouvement de transformation de savoir quel était le sentiment des futurs professionnels de santé sur le projet de loi santé, ok, mais surtout sur l'évolution du système de santé. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire cette conférence avec l'ISNI, l'ISNAR, la NEMF, la NEPF, la FNESI, la FNCIBM, une élève directrice d'hôpital, le CODE3S, que je remercie à nouveau d'avoir répondu présent, parce que l'exercice est pas simple, et le but c'est que ce soit évidemment un débat entre nous, puis des échanges avec la salle. Donc le temps nous étant compté, je vais laisser d'abord chacun se présenter. Alors bonjour, Delphine Ring, je suis la présidente du CODES, donc Association des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Sinon, pour le reste de mes activités, je suis directrice du centre hospitalier de Beaugency et de l'EHPAD de Mains-sur-Loire, situé dans le Loiret. Bonjour à tous, je m'appelle Robin Tocqueville-Parier, je suis étudiant en 4e année de pharmacie à Montpellier, excusez-moi, et je suis le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Bonjour, Romain Dejorna, je suis coprésident de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale. Je suis interne en pharmacie hospitalière au CHU de Montpellier et notre fédération donc représente à la fois les internes en pharmacie hospitalière, en biologie médicale et également pour un temps à peu près court, les internes en innovation pharmaceutique et recherche. Bonjour à tous, donc Bilal Latrèche, étudiant en 3e année à l'IFSI Saint-Vincent, donc étudiant en soins infirmiers, président de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Peut-être juste 2 petites données pour que tout le monde arrive à situer la population en France. Ça représente 94 000 étudiants et au niveau du maillage, c'est 323 instituts répartis de manière homogène sur tout le territoire. Bonjour, donc Antoine Redley, je suis le président de l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes. Il fut un temps où j'étais interne à Lyon, j'espère le redevenir un jour. La structure de l'ISNI existe depuis 1969, on représente 19 000 internes répartis sur 28 villes à peu près. Bonjour à tous, Pierre Guillet, je suis interne en médecine générale à Tours en 3e année d'internat et je suis le premier vice-président de l'ISNAR-IMG, l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. Donc nous, de notre côté, on représente, on informe et on défend les futurs médecins généralistes. On travaille sur forcément un certain nombre de sujets, notamment l'amélioration de notre formation, de nos conditions de travail, de nos conditions de stage, avec par exemple le suivi de la réforme du 3e cycle qui est en place depuis novembre 2017, ou une attache toute particulière à l'indépendance dans notre formation et au respect de la bonne qualité de vie au travail des professionnels de santé. Bonjour à tous, moi c'est Clara Bonavion, je suis présidente de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Nous représentons les étudiants jusqu'à leur fin de 6e année, c'est-à-dire environ 94 000 étudiants. Nous faisons des actions de représentation, c'est-à-dire que nous suivons de près et sommes acteurs dans les réformes sur nos études, la défense des droits de nos étudiants, et puis acteurs tout simplement dans les politiques de santé, on va en parler. Et puis on mène aussi tout un pan de sensibilisation, de santé publique, de solidarité avec nos étudiants dans toutes les facultés de médecine. Voilà. Bonjour. Je suis Marie Gourin, je suis élève directrice d'hôpital en fin de cursus et actuellement en stage de direction au groupe hospitalier Nord-Essonne. Un des premiers sujets qu'on a voulu aborder finalement, c'est que un des enjeux de Ma Santé 2022, c'est la fin du travail isolé. Ça vaut au sens de l'exercice regroupé, mais ça vaut au sens interprofessionnalité. Et c'est pas par hasard si on a voulu réunir à la fois étudiants en soins infirmiers, internes de médecine, futurs pharmaciens ou pharmaciens, biologistes, directeurs. Donc comment on fait pour travailler ensemble finalement? Et premier sous-thématique, c'est qu'on parle beaucoup de temps médical à libérer, on parle beaucoup de protocole de coopération, on parle beaucoup de transfert de tâches, de pratiques avancées. On voit bien les débats sur la possibilité pour les pharmaciens de délivrer dans certaines conditions des médicaments normalement sous ordonnance. Le Sénat, en commission des affaires sociales, visiblement, un amendement a été déposé par le rapporteur pour supprimer cette possibilité de dispensation sous protocole. Donc on ne va pas se le cacher, au-delà des discours, comment dirais-je, des réticences. Moi, je voudrais savoir votre vision des choses là-dessus
Et finalement, comment vous voyez l'avenir? Et je vais peut-être commencer la parole avec Robin pour la NEPF. Alors, il faut voir que finalement, le système de santé est en train de se restructurer autour du patient, où les différentes professions vont devoir œuvrer main dans la main pour ce dernier. Le temps médical, le temps pharmaceutique ou le temps infirmier, qui est du temps de soins, de conseil auprès du patient, n'est pas extensible pour chacun des professionnels. Aussi, certaines compétences, certains actes peuvent être partagés, comme ça a été le cas de la vaccination, pour des enjeux de santé publique. Je pense que Bilal prendra un petit peu la parole là-dessus. Mais à terme, plusieurs actes devraient être partagés par tous les professionnels de santé compétents. Reprenant l'acte vaccinal, ça ne nous semble pas incohérent que chaque professionnel de santé formé pour l'acte vaccinal puisse vacciner un patient. On parle d'une couverture vaccinale qui commence à être un petit peu en deçà des espérances qu'on a, notamment pour la rougeole. Peut-on imaginer à terme que le pharmacien puisse vacciner pour autre chose que la vaccination antigrippale? Je pense que oui, je pense qu'également d'autres professions pourraient à terme le faire. Et pour parler de la dispensation sous protocole, c'est quelque chose qui fait dans bien d'autres pays. On peut notamment penser à la Suisse, à l'Écosse ou au Canada. Les systèmes qui le portent sont le Netcare ou la loi 51. Et là-dessus, c'est des formes de coopération qui fonctionnent très très bien. Finalement, pharmaciens, médecins et même infirmiers se font totalement confiance. Nous travaillons ensemble, nous informons les autres professionnels de santé. Il y a une reconnaissance de cette compétence, de la connaissance du médicament, à savoir suivre cet arbre protocolisé, décidé entre guillemets en interprofessionnalité avec les médecins, et se dire voilà, le patient répond à tel et tel critère, je peux distribuer telle molécule qui est indiquée par cet arbre, donc sans aucun conflit d'intérêt, et j'informe le médecin. Un patient n'est pas forcément éligible du coup à tous ces arbres de protocole, mais pour autant, là-dessus, on a un accès aux soins qui est bien meilleur. Ça évite d'envoyer des patients aux urgences, et notamment sur les chiffres du Netcare, le Netcare qui est donc le système de dispensation protocolisé en Suisse, qui couple dispensation sous protocole et télémédecine, permet de finalement couvrir 95% des actes de premier recours, notamment pour ces pathologies, comme notamment pour la cystite. Bilal, tu voulais dire quelque chose, je crois, pour la dispensation sous protocole? Oui, et après on passera la parole à Pierre et Antoine pour ISNAR et ISNI, puisqu'on voit bien que là il s'agit d'actes finalement entre le médecin et le pharmacien, mais effectivement Bilal va nous parler sur le volet infirmier. Peut-être surtout pour compléter au niveau de la vaccination, parce que en tant qu'étudiant, l'année dernière, on a pu être questionné sur au final notre position là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'avait pas forcément fait l'unanimité. On a eu une réflexion et du coup une position relativement tranchée sur la question, c'était de se dire au final quel est l'intérêt du patient, quel est le besoin du patient, quels sont les enjeux de santé publique, et que si un professionnel de santé est formé à accomplir un acte et à accomplir un soin, si le milieu est sécurisé, il est propice à la réalisation de celui-ci, on ne peut qu'y être favorable. Et donc, c'était pour compléter sur la vaccination, et je rebondirai plus tard sur l'ensemble des protocoles de coopération. Pierre ou Antoine? Oui, ok. Alors effectivement, comme on a pu un petit peu le voir, les jeunes professionnels, les futurs professionnels de santé qu'on est, on a des aspirations qui sont un petit peu différentes de celles de nos prédécesseurs sur un certain nombre de points, notamment sur nos modalités d'exercice futur, avec une volonté, donc soit le regroupement, l'exercice coordonné et surtout l'interprofessionnalité qui est le cœur de la question là. Sur l'interprofessionnalité, en fait, les maîtres mots à avoir, c'est l'optimisation des parcours des patients et l'optimisation des soins qu'on délivre à nos patients pour améliorer la qualité de notre système de santé pour les patients, et donc libérer également du temps médical, du temps pharmacien ou pharmaceutique, ou du temps infirmier. Et effectivement, le temps médical, il est devenu un peu rare et particulièrement précieux, et du coup, il est nécessaire de repenser notre système de soins et d'utiliser au mieux les compétences de chacun des professionnels de santé dans l'intérêt des patients. On est de nombreux professionnels mobilisés et mobilisables autour de nos patients, que ceux qu'on traite conjointement. Et nous avons tous notre panel de compétences qui parfois se recoupent ou peuvent se croiser sur certains points. Concernant les compétences qui sont déjà partagées, il est nécessaire de laisser les professionnels communiquer pour se coordonner au mieux autour des patients, afin de permettre à chacun d'utiliser ses compétences au bon moment.
Par exemple, effectivement, un infirmier pourrait tout à fait vacciner un patient en le voyant après une consultation chez son médecin traitant qui lui a prescrit le vaccin. Une sage-femme peut vacciner les enfants de la patiente qu'elle suit. Enfin, ça paraît assez cohérent. Concernant, il y a d'autres compétences qui, elles, ne sont pas encore partagées, mais qui peuvent être partagées, transférées ou déléguées. Et ça va permettre à des professionnels, toujours à condition d'être bien coordonnés et de bien communiquer, de gagner du temps, un temps qui est précieux en fait pour le patient. Donc, par exemple, pour revenir sur les infirmiers, leur permettre d'adapter certains traitements chroniques, comme les antivitamines K en suivant l'INR, sans repasser par une consultation médicale. C'est des choses qui, en fait, dans les faits, se font déjà assez fréquemment. Ça nous paraît totalement pertinent. Et puis, pour reprendre l'exemple de la dispensation sous protocole, on pense qu'elle va permettre d'éviter à un patient d'attendre une consultation médicale pour des pathologies simples de soins non programmés, dans un cadre qui est bien sûr défini, avec des protocoles intéressants d'établir nationalement, mais qui doivent être aussi adaptés et discutés à l'échelle territoriale pour pouvoir correspondre au mieux en fait aux besoins d'un territoire en particulier. Et voilà, notre profession, nos professions, elles sont en constante évolution là-dessus, elles s'adaptent et sont en constante adaptation, et chacun doit pouvoir exercer comme il l'entend, à condition bien sûr de qualité et de sécurité, ce qui implique à minima une formation pour tout ce qui est partage de compétences qui ne sont pas déjà partagées. Antoine, pour l'ISNI. Du coup, beaucoup de choses ont été dites par mon confrère de l'ISNAR que nous rejoignons complètement. Nous, on pense complètement qu'il faut décloisonner l'exercice médical. Cependant, ça nécessite d'apprendre à se connaître, et cela doit se commencer dès notre formation. C'est pour ça qu'on milite activement à ce qu'on soit de plus en plus regroupés. Ça peut passer rien que par des internats, les internats tous ensemble, ou qui seraient pluriprofessionnels, avec les pharmaciens, avec les infirmiers, avec les kinés qui sont pas présents, mais c'est important pour nous d'apprendre à se connaître. Ça peut aussi passer par les CPTS en libéral, mais il faut vraiment que ce soit une politique qui soit cohérente avec l'évolution des métiers, et que ce soit favorable aux patients et au système de santé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la dispensation sous protocole. Il y a eu beaucoup de fake news, et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie, notamment avec nos seniors qui ne voient pas forcément toujours les choses de la bonne manière. Clara, avant Bilal, peut-être. Oui, juste, je voulais mettre en relief quelque chose, c'est que on parle beaucoup de transfert de compétences. À l'heure actuelle, il y a aussi, l'interprofessionnalité ne se résume pas que au transfert de compétences. À l'heure actuelle, on peut l'interprofessionnalité, c'est aussi la coopération, aussi et surtout la coopération entre des professionnels. Et elle est déjà possible à l'heure actuelle, mais elle n'est pas faite. Pourquoi elle n'est pas assez faite? C'est parce qu'on n'a pas les outils pour le faire, et c'est ce qu'on va développer après dans cette table ronde, mais les outils numériques, les outils de structure pour développer cette coopération. Alors, il faut penser aussi, surtout, à ces outils quand on veut développer l'interprofessionnalité dans le partage de compétences, mais aussi dans la coopération. Bilal? Du coup, pour ne pas faire de redite et de se centrer aussi sur le point de vue des futurs professionnels de santé sur Ma Santé 2022, d'un point de vue protocole de coopération, oui, on pense qu'aujourd'hui, le projet de loi va dans le bon sens, bien sûr sous réserve de son adoption. Maintenant, et je pense, pour reprendre un petit peu aussi les mots du président de la FHF dans son discours d'ouverture, il a évoqué le fait de devoir redonner du sens à la pratique hospitalière. Aujourd'hui, ces protocoles de coopération, c'est une bonne chose, mais il faut être vigilant notamment à ne pas créer un système de santé à deux vitesses. Reconnaître des compétences d'une profession, c'est les reconnaître quel que soit le lieu d'exercice. Et donc, c'est important d'aller plus loin dans ces protocoles de coopération, de réussir à les généraliser dans les pratiques. Simplement aussi, pour la salle, j'aurais pu dire au début, on va dérouler la table ronde. Il y aura bien sûr après un temps d'échange, de questions-réponses où chacun sera disponible pour approfondir. Alors justement, maintenant, comment on manage finalement d'une structure au territoire? Alors ça vaut, je poserai la question à une élève directrice d'hôpital, à une collègue qui est en poste et qui dirige un hôpital de proximité. On va parler ensuite CPTS et puis management médical également. Mais comment vous voyez finalement, Marie puis Delphine, l'évolution des fonctions managériales et quel directeur demain? Alors, quel directeur demain? Le directeur d'hôpital demain, ça ne vous a pas échappé, c'est déjà un directeur qui dirige des plus grosses structures qu'auparavant.
des structures qui sont souvent éloignées géographiquement. Donc je pense que tout d'abord, le directeur demain, c'est un acteur qui est mobile. Que ça soit moi ou les collègues de ma promotion qui sommes finalement ce qu'on peut appeler la génération GHT, c'est une donnée qui est bien intégrée. Cette nécessaire mobilité, elle ne peut pas toujours être exercée, donc ça pose quand même la question d'un management à distance, de la possibilité de l'exercer ou non. Moi, je crois quand même beaucoup au management de proximité et à la place qu'il faut donner à l'encadrement intermédiaire et qu'il faut, à mon avis, pouvoir repenser. Le directeur de demain, c'est aussi et surtout un manager territorial. On va parler beaucoup de coopération ce soir. La coopération, bien sûr, au sein du GHT, c'est évident, mais avec les établissements sociaux, médico-sociaux, et aussi avec la ville, et on en parlera notamment autour des CPTS. Je pense que les jeunes générations, cette génération GHT a bien en tête cette culture de la coopération, cette logique de réseau. Et il n'y a plus qu'à utiliser les outils qui vont nous être donnés. Et enfin, je dirais que le jeune directeur, il est né dans le digital, il a grandi avec les outils numériques, et donc il est tout à fait à même d'accompagner le changement, la dématérialisation des parcours de santé, et c'est ce qu'on va sans doute attendre de lui dans les prochaines années. Delphine ? Bien entendu, je peux que aller dans le sens de ce qui a été dit, hein. Et d'ailleurs, à mon sens, on parlera peut-être de moins en moins de directeur d'établissement, mais de directeur territorial. Voilà, parce que certes, l'hôpital hors les murs, etc., c'est une réalité qui existe déjà, et on est de plus en plus amené à se projeter en dehors des structures institutionnelles. Pour autant, c'est vrai que la notion de proximité est, à mon sens, extrêmement importante, d'autant qu'on voit qu'il y a une attente extrêmement forte, non seulement des professionnels, mais aussi des usagers. Voilà, d'avoir un directeur qui reste à portée et qui soit pas éloigné. Alors après, cet exercice territorial, il est déjà impulsé au niveau des territoires. On voit qu'il y a quand même de nombreuses initiatives dont on parle maintenant depuis quelques années, avec la tendance de fond sur la mise en place des directions communes, GSC, SMS, etc. dont je pense qu'on peut passer rapidement sur ce point-là. Mais à mon sens, il y a vraiment une responsabilité des directeurs d'impulser par leurs propres pratiques les changements en cours. Voilà. On demande de plus en plus, alors je cite les médecins parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais aussi à beaucoup de professionnels de se projeter dans d'autres structures, voilà, pour essayer de mailler le plus fortement possible le territoire au niveau de son offre de soins. Il faut aussi que les directeurs puissent avancer dans ces pratiques-là et montrer l'exemple, voilà, en montrant qu'on n'est pas rattaché uniquement à une structure, mais qu'on est tout à fait capable, voilà, d'intervenir sur des points particuliers ou de manière plus générale dans d'autres établissements. Et c'est vrai qu'à mon sens, il y a vraiment un équilibre à trouver entre cette exigence, je pense que c'est une exigence de proximité, et cette dimension transversale qu'il faut mettre en place au niveau des différents groupements. Donc, je vais poser la question à Pierre pour l'ISNAR et à Delphine. Justement, on parlait des CPTS. Quel lien entre les CPTS et les établissements de proximité, ou même avec les établissements de manière générale? Mais comment vous voyez les choses? Peut-être d'abord Pierre. Alors, concernant les établissements, les hôpitaux de proximité ou les établissements sanitaires de proximité, nous, de notre côté, on porte pas mal d'espoir dans ces structures. On pense que c'est vraiment là que va se trouver justement cette exigence de proximité, de transversalité. C'est des structures qui sont voulues à l'échelon territorial. C'est l'échelon territorial du système hospitalier, mais qui est résolument tourné vers l'ambulatoire, vers la médecine de ville. Et directement dans les territoires avec une couverture territoriale qui doit être cohérente et du coup adaptée en fait à un bassin de vie. On pense que ces hôpitaux de proximité, ils peuvent être l'interface idéale en fait entre le monde hospitalier et le monde des soins primaires, des soins de ville. Et en fait, c'est là, par exemple, que pourront exercer les professionnels de santé qui souhaitent un exercice mixte ou partagé entre les soins primaires et le milieu hospitalier. C'est là qu'on va pouvoir trouver des services de première nécessité dans les territoires, des services de médecine d'urgence, d'hospitalisation, de médecine polyvalente, de gériatrie, par exemple, et qui vont former à la fois une porte d'entrée idéale pour le patient vers le monde hospitalier, mais aussi une porte de sortie au plus près du territoire pour préparer par exemple le retour à domicile avec une fin d'hospitalisation qui se passe à proximité du lieu de vie du patient. Et ces établissements, ils pourront aussi fournir aux professionnels du bassin de vie, du territoire, aux professionnels de ville, l'accès facilité à un certain plateau technique, par exemple de biologie, d'imagerie,
mais aussi à certaines hospitalisations dans certaines situations, pour des hospitalisations courtes, par exemple un patient qu'on a besoin de traiter par voie intraveineuse pendant quelques jours avant qu'il rentre directement à son domicile. Je pense que ces établissements-là pourront également être le lieu idéal pour des consultations avancées de certaines spécialités qui ne se trouvent pas dans la structure. Par exemple, pour le suivi post-opératoire de certains patients, pour éviter de déplacer le patient, on déplace le professionnel. Et on pense qu'il est du coup particulièrement important de permettre à ces établissements de correspondre tant aux nécessités du monde des soins de ville, avec notamment la CPTS, c'est là qu'elle intervient, que de répondre à celle du monde hospitalier avec le GHT. Et du coup, il nous paraît important que les professionnels de soins primaires, ou en tout cas leurs représentants, les représentants de la CPTS, qui correspond à un hôpital de proximité, puissent participer à la vie de cet établissement, qui participent à leur gouvernance, qui participent à l'élaboration de projets territoriaux de santé de façon commune et dans la même direction. Alors c'est vrai qu'au niveau des CPTS, je pense que ce qui est surtout à attendre, c'est surtout une question de structuration. Les établissements ont besoin d'avoir des interlocuteurs identifiés au niveau des personnels libéraux et des professionnels de la ville. Alors c'est vrai qu'il existe déjà des structurations au niveau des maisons de santé, mais ça reste souvent des initiatives individuelles portées par certains professionnels et avec des niveaux de maturité qui sont quand même très différents selon les territoires. Alors, je suis de nature optimiste, donc j'espère bien que les CPTS vont pouvoir se structurer et livrer tous leurs résultats. Pour autant, on constatera qu'on reste sur une base incitative, alors qu'au niveau des établissements, et notamment au niveau rural, périurbain, etc., enfin, je veux dire, les territoires où on rencontre des difficultés au niveau de la démographie médicale, on a besoin d'avoir l'engagement de l'ensemble des professionnels du secteur. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit trop souvent des initiatives individuelles qui ont tendance à s'épuiser et par un manque d'adhésion collective au projet du territoire. Voilà. Du coup, me vient une question un peu provoque. Hein. C'est finalement ces CPTS, les 400 médecins à exercice partagé, les assistants médicaux, c'est l'alternative efficace à la coercition? Je vais demander à mon voisin de gauche déjà, Antoine. Et il y a beaucoup d'alternatives à la coercition, on tient à le rappeler. Malheureusement, c'est une idée qui est très ancienne et qui est une solution miracle qui n'en est pas une. C'est une fausse solution miracle. Donc on pense effectivement que ça peut répondre à cette demande en soins qui est de plus en plus importante, avec malheureusement l'offre qui a beau légèrement augmenter, qui malheureusement n'augmente pas assez vite. Et on espère en optimisant comme ça les possibilités d'y répondre, on pourra réduire la détresse qu'il y a dans certains territoires du pays. Pierre? Alors, du coup, une question un peu provoque, tu vas avoir une réponse un peu directe. La coercition n'est pas une solution, pas du tout. Au contraire, c'est même dangereux pour l'accès aux soins. Mais du coup, par contre, ces propositions, les CPTS, les 400 médecins exercices partagés, les assistants médicaux, eux, ce sont vraiment des solutions et vraiment des alternatives pour favoriser l'accès aux soins de différentes manières. La CPTS, par exemple, à condition, par contre, que la CPTS, elle vienne de l'initiative des professionnels de santé impliqués, que ça ne peut pas être quelque chose d'imposé, sinon ça ne fonctionnera pas. Elle doit venir des professionnels de santé qui, ensemble, vont construire leur projet et construire leur structure. Elle va permettre un gain de temps médical pour l'ensemble des professionnels, hein, en optimisant les prises en charge des patients, en favorisant et en structurant un exercice coordonné. Pour les 400 médecins, exercices partagés, ce dispositif va permettre de favoriser le déploiement de médecins dans les territoires, offrant notamment à ceux qui le souhaitent des possibilités d'avoir un exercice partagé facilité par ce dispositif. Concernant les assistants médicaux, on pense qu'ils vont permettre un gain de temps médical en permettant aux médecins de se décharger de certaines tâches, notamment administratives. Ça représente à peu près 30% du temps de travail d'un médecin libéral. Ces tâches administratives, gestion de dossiers, etc. Et rien que se décharger de ce temps-là, ça permet de voir un peu plus de patients dans la journée ou de prendre un peu plus de temps avec ces patients et du coup d'avoir une meilleure qualité dans le soin. Mais alors ça, ce sont 3 propositions pour améliorer l'accès aux soins, mais c'est loin d'être les seules. On peut en citer quelques autres. Mettre en place un secteur de conventionnement unique et un tiers payant généralisable, ça peut éviter le non-recours aux soins des patients pour des raisons financières, par exemple, qui est encore une raison trop souvent citée par les patients pour ne pas recourir aux soins. Donc les propositions sont multiples, mais la coercition n'est pas une solution, c'est vraiment le message à retenir. Delphine?
Alors, j'aurais une position légèrement différente que celle qui vient d'être avancée, d'autant que je ne pense pas qu'il faille tomber forcément dans l'opposition classique. En gros, les établissements attendraient que les médecins soient soumis à telle ou telle contrainte et que ça va tout améliorer. Pour autant, je trouve que la position est quand même loin d'être unanime, et notamment, je trouve que les médecins installés dans les zones rurales font de plus en plus preuve de pragmatisme quand ils se retrouvent confrontés à des difficultés très pratique, du type comment je trouve un remplaçant pour assurer la permanence de mon cabinet pendant mes congés. Et c'est vrai qu'on voit apparaître des positions beaucoup plus nuancées quant à la liberté d'installation, où on a vu, alors j'espère que les CPTS ne tomberont pas dans cet écueil, où en fait les dispositifs actuels avait quand même du mal à se concrétiser par de réelles nouvelles installations dans les territoires, mais que des fois on voyait plus des effets d'aubaine où on déplaçait l'installation de quelques dizaines de kilomètres. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas les CPTS vont être porteurs de solutions plus concrètes. Et puis cette question de liberté d'installation, il y a d'autres sujets sous-jacents, par exemple la question de la participation aux astreintes, voilà, des permanences des soins de ville, qui restent sur la base de volontariat. De la même manière, je veux dire, les médecins sur le territoire nous disent, mais au bout d'un moment, c'est peut-être des choses qu'il faut peut-être discuter au niveau national, parce que sur le terrain, de manière extrêmement pragmatique, ça nous met en difficulté. Voilà. Si je peux juste nuancer. Oui, pour préciser, en fait, la restriction de la liberté d'installation, que le reste des solutions qu'on propose marche ou pas, ce n'est pas la question. C'est que la liberté d'installation restreindre la liberté d'installation aurait un effet totalement contraire par des mécanismes qui seraient peut-être un peu longs à évoquer ici, mais des mécanismes notamment de destruction tout simplement de l'attractivité de la médecine libérale ça serait une réduction de l'accès aux soins en fait mécanique. Ce que je voulais préciser là-dedans, c'est que les CPTS doivent pour nous rester à l'initiative professionnelle, parce qu'elles doivent s'ancrer dans un bassin de vie et elles doivent venir vraiment de volonté de professionnels, parce que si on les rend obligatoires, justement, on va ne plus valoriser le professionnel et désengager les professionnels qui vont voir ça, qu'ils l'auront comme une obligation, qui ne conviendra pas forcément à l'environnement et à l'écosystème dans lequel ils s'installent. Donc voilà, et aussi c'est une volonté de toute manière des nouvelles générations d'exercer en coopération. On a fait une étude, les structures une partie des structures que vous voyez ici, on a fait une étude ensemble sur les volontés des internes à l'heure actuelle, leur volonté d'exercice. 70% veulent exercer en libéral et 80% veulent exercer en coopération, en interprofessionnalité. Donc, nous ne voulons plus exercer de manière isolée. Donc, les CPTS, si elles sont bien faites et faites avec de l'incitation, c'est-à-dire que ce ne soit pas des tonnes de papier administratif et une structure lourde, elles seront construites, ça c'est clair. Et puis, pour parler de la permanence des soins, justement, les CPTS pourront permettre l'organisation de la permanence des soins. Parce que si on assigne la permanence des soins au professionnel en lui-même, il y aura un manque d'organisation, alors que si on assigne la permanence des soins à la CPTS, c'est la CPTS qui va s'organiser avec tous les professionnels de santé du territoire pour organiser la permanence des soins, et ça permet d'avoir des professionnels qui sont satisfaits, parce que nous, en tant que professionnels, on veut aussi faire des gardes, parce que c'est quelque chose qui est valorisant professionnellement, mais on ne veut pas en faire 2 fois par semaine. Le partager entre tous les professionnels du bassin de vie permet justement d'avoir un équilibre entre la volonté du professionnel et la permanence des soins qui est réalisée sur tout le territoire. Antoine ? Oui, je voudrais juste quand même répondre par rapport à ce qui a été dit. Il faut savoir que l'hôpital a été le premier touché par la réforme du 3e cycle avec la modification des maquettes, et a pu constater par lui-même qu'on n'était pas suffisamment à être formé, que quand il a fallu mettre des internes en médecine en libéral, parce que c'est aussi important qu'il y en ait dans les territoires pour qu'ils découvrent le territoire, et ben du coup c'est des services entiers qui ont dû être fermés. Je peux citer la ville de Valence, je peux citer le département du 93, qui a eu la moitié de ses hôpitaux qui ont dû trouver des solutions et qui ont dû faire appel à des médecins intérimaires pour essayer de combler ce manque de médecins. Donc très clairement, non. Et puis au niveau de la participation, au niveau des astreintes, ça peut se faire, comme l'a dit Clara, si on se regroupe.
il y a des initiatives qui sont mises en place par les départements pour faire des regroupements de médecins et qui du coup permet d'assurer une permanence de soins et notamment d'assurer les astreintes. Et c'est vraiment, et ça vient des médecins qui font les projets en collaboration avec les départements. Donc il y a des initiatives, il faut qu'elles deviennent encore une fois des professionnels et qu'elles ne soient pas imposées aux professionnels. La France manque de médecins, ce n'est pas le seul pays. Tous les pays développés actuellement manquent de médecins. Les États-Unis manquent énormément de médecins, le Canada en manque, et même en Europe, ils en manquent partout, on en manque. Donc si on fait une politique trop restrictive en France, eh ben, on ira ailleurs. Et je me permets de rajouter un petit élément sur la CPTS. Les CPTS, c'est des éléments qui sont extrêmement récents, donc il ne faut pas forcément s'attendre à... Enfin, pour l'instant, elles ne sont pas déployées encore partout et leur structuration n'est pas encore achevée. Elles sont en train de se structurer, en fait, les négociations sur le fonctionnement et la structure de la CPTS, et elles se sont achevées il y a vraiment très peu de temps. Et ensuite, on disait tout à l'heure que sur l'interprofessionnalité, les jeunes professionnels, on a un point de vue qui est un peu différent de nos prédécesseurs sur ce point de vue-là. Donc il faut aussi nous laisser un petit peu le temps d'arriver et de commencer à exercer pour voir vraiment les changements de ce qu'on est en train de... Enfin, voir s'appliquer ce qu'on est en train de dire là actuellement. Alors moi j'ai un rôle facile puisque je pose les questions sans avoir à donner les réponses, donc sur ce sujet-là c'est assez simple du coup, mais on voulait éviter, vous l'avez vu, de faire une conférence débat un peu lisse où chacun dit tout est rose, tout va bien. Non, je pense que ce qui est important c'est que chacun puisse en faire part. Il y aura ce temps d'échange aussi avec la salle. Je voudrais passer du coup, puisque mon rôle est de poser des questions, on a parlé du management des directeurs, on a parlé de l'approche territoriale, et j'aimerais bien avoir la vision de l'ANEMF et de l'ISNI, des autres bien sûr. On est un petit peu en avance sur notre déroulé sur le management médical dans tout ça et les questions de qualité de vie au travail, d'attractivité. Est-ce que c'est satisfaisant, vers quoi on va et vers quoi il faudrait aller? Alors, en termes de qualité de vie, ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, et je ne vous l'apprends pas, c'est que dans le milieu de la santé, le bien-être n'est pas... à son summum, clairement pas, notamment parmi les étudiants en médecine, mais même les étudiants en santé. On a plus de 30% de nos étudiants qui ont des symptômes dépressifs, donc c'est énorme. La raison qu'on peut imputer à ce mal-être qu'il y a dans le monde de la santé, il y en a plein. Mais il y en a une, notamment qu'on peut citer, c'est qu'il y a un vrai manque d'échange entre les générations, entre les professionnels. Et ce manque d'échange, il a plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est peut-être pas la tradition, c'est peut-être pas la culture qu'on avait dans notre système avant de beaucoup échanger, de faire des débriefings en équipe avec tous les professionnels de santé, infirmiers, médecins, kinés, vraiment de tous échanger ensemble. Et puis, il y a un vrai facteur à l'heure actuelle qui bride cet échange, c'est le manque de temps à l'hôpital. Quand nous, on voit étudiants, nos PUPH et nos internes, tout le monde courir de tous les côtés parce qu'il n'y a pas assez de matériel, parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, forcément, c'est compliqué de dire stop, là, on se pose 1 heure pour parler du cas qu'on vient de voir et qui m'a choqué. Donc, il y a vraiment tout un système à développer autour de ça, autour de l'échange et du débriefing. Et puis j'aimerais préciser qu'il faut arriver aussi à redonner du sens à notre pratique et à réenchanter un petit peu ce que c'est que être professionnel de santé. Et c'est notamment pas avec des mesures coercitives qu'on arrivera à augmenter le bien-être des étudiants en médecine. C'est avant tout en remettant aussi de l'humanité dans notre formation et en remettant de l'humanité dans notre soin qu'on pourra, je pense, l'humanité envers le patient et entre professionnels de santé, qu'on pourra remonter ce bien-être qui est actuellement bien malade. Alors oui, le management à l'hôpital fait cruellement défaut, mais c'est en train d'être corrigé petit à petit. Il faut savoir qu'on n'a pas de formation en management durant nos études. Ça manque cruellement parce qu'on se retrouve souvent un interne se retrouve souvent à avoir ses externes, ses piou-piou qui le suivent, et il faut quand même avoir un rôle de manager derrière. L'interne se retrouve à avoir un chef de clinique se retrouve à avoir des internes qui sont suivis par des externes, donc il faut manager toute cette troupe.
Et malheureusement, il n'y a aucune formation qui était donnée jusque-là. Donc là, en ce moment, toute la formation de santé est en train d'être réformée avec la réforme du 3e cycle qui est toujours en cours, la réforme du 2e et du 1er cycle qui est qui est passé en première lecture, qui va passer au Sénat début juin et qui va repasser après en 2e lecture. Enfin, c'est l'occasion de corriger quelque chose qui fait cruellement défaut. Si actuellement il y a 19 000 postes vacants à l'hôpital, c'est pas parce que, encore une fois, les internes en médecine ont décidé de se cacher dans les forêts à la sortie de leur internat, c'est surtout parce qu'ils ne sont pas forcément sentis très très bien quand ils sont passés par leur stage, et que c'est dû surtout à un défaut de management. Je parle des internes en médecine, mais ça touche également les infirmiers, ça touche également, je pense, les pharmaciens, enfin ça touche vraiment tous les professionnels de l'hôpital où malheureusement on a un peu oublié cette part de bien-être pour une part de productivité, où on a poussé vraiment, on a demandé aux structures de santé d'être rentables, alors que ça doit être avant tout, ça doit être l'humain qui doit primer. Et malheureusement, on a un peu oublié de mettre des gens qui pourraient permettre de favoriser le bien-être chez les soignants, parce que les soignants pensent aux patients, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui pense aux soignants. Du coup, juste pour revenir sur le management, pour reprendre les éléments, effectivement, aujourd'hui, nous, on identifie vraiment le management à une compétence à part entière, et on se re-questionne aussi sur le fait d'attribuer le management à une profession identifiée, et de se dire qu'aujourd'hui, quel est le rôle d'un manager? Il n'est pas là pour prendre soin des patients, il est là pour faire en sorte que les professionnels travaillent ensemble pour le patient. Il est là pour réussir à faire en sorte que cette équipe pluriprofessionnelle ait envie de venir tous les matins. Et donc, le management, par définition, se définit à la fois par une formation, donc des compétences, mais aussi par une envie de manager. On ne peut pas forcer un professionnel, sous prétexte que c'est une profession identifiée, de manager l'équipe. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette réflexion qu'il faut porter sur aujourd'hui, qui va manager l'équipe pluriprofessionnelle, quelles sont les compétences que doit avoir ce manager, mais quelles sont aussi les connaissances. Il y a quand même un minimum de connaissances à savoir au niveau de l'organisation du système de santé, mais ça va aussi faire partie des réformes qui pourraient changer ce système de santé. Juste pour revenir sur cette casquette de management dont on parle tous, il est prévu dans le plan Ma Santé 2022 justement de bien identifier déjà quelles sont les casquettes qui correspondent aux professionnels de santé. Il se trouve qu'à l'hôpital, il y en a 3, qui sont l'hospitalier, la recherche, enseignement et le management. Et cette casquette de management n'est pas étiquetée, comme ça a été dit, et donc c'est là où est le vrai problématique, avec le manque de formation lors d'une prise de poste, et quel que soit le poste, hein, d'ailleurs on a bien vu, hein, c'est dès l'interne jusqu'au chef de pôle, hein, président de CME. Il y a des établissements qui proposent des formations, il faut pas hésiter à les prendre quand elles existent, quand elles sont financées, et il faut les demander, il faut qu'elles soient créées dans les hôpitaux, parce que c'est vraiment un besoin. Et comme un jour un chef de service m'a dit lors d'un congrès, il est important d'être formé au management quand on prend la casquette de management, mais il est également important d'être reformé à son métier quand on quitte le management pour y retourner, de manière à ce qu'il y ait vraiment une transmission, une fluidité dans la prise de poste. Alors, après, donc moi je vais répondre pour les internes en pharmacie par rapport au bien-être au travail. Nous, on a un exercice qui est un petit peu différent de l'exercice médical, c'est-à-dire que la majorité d'entre nous, on est dans des PUI, on est dans des laboratoires de biologie médicale, c'est-à-dire on est au moins 2, sans fenêtre, mais on n'a pas de patient, directement sous les yeux. Donc c'est vrai que le patient, la présence du patient et de tout ce qui va avec, de sa prise en charge, c'est quand même quelque chose qui est stressant, mais c'est lié au fait de prendre soin du patient. Donc ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues en fait, au métier de manière générale, qui est un métier plus stressant que le nôtre. Donc nous, c'est vrai qu'on a cette chance, j'oserais dire, d'avoir un métier où la qualité de vie est peut-être un peu plus préservée. Et ce qui fait qu'on a une attractivité permanente pour la biologie médicale, pour la pharmacie hospitalière, mais de manière différente. C'est très évolutif par rapport à ce qui se passait avant. On se rend compte aujourd'hui que travailler dans un CHU, c'est super, mais le CHU, c'est une grosse machine, et nous ne sommes pas des machines. Donc à un moment, il y a un ras-le-bol qui se met en place, et beaucoup d'internes se détournent de ces carrières-là. Et c'est bête parce que dans ces internes-là, il y a des internes qui sont très spécialisés, qui ont donc un profil plus CHU que les autres, et qui, du fait de travailler dans des CHU qui sont
pour certains de véritables machines à broyer des humains, quand même, il y a une problématique, et donc ils quittent leur passion pour aller vers une qualité de vie. Alors après, il y a évidemment un effet sociétal qui fait qu'aujourd'hui, les personnes cherchent un peu plus de confort de vie dans leur vie. Mais ça, est-ce que c'est un mal? Je ne pense pas. Et puis, tu as souligné quelque chose qui est très important, c'est qu'à l'hôpital, il y a un certain nombre de professionnels qui ont plusieurs casquettes, comme tu disais, et notamment ce qu'on appelle les PUPH parmi les médecins, et les pharmaciens aussi, qui sont le soin, l'enseignement, la recherche et souvent le management. Sauf que outre le fait d'être très peu formé au management, c'est qu'on ne peut raisonnablement pas faire ces 4 missions en même temps, au même moment, quand on n'est qu'un seul homme. Et donc, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on gère ce statut aussi de HU? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi un petit peu le diviser avec des valences et permettre aux professionnels de santé, en fonction de leur carrière, du moment où ils en sont dans leur carrière et de l'évolution qu'ils veulent lui donner, de plus se concentrer sur l'enseignement, donc plus sur l'encadrement des étudiants, de plus se concentrer sur le management ou plus se concentrer sur le soin, et de réaliser tout ça toujours en équipe pour qu'au final, sur l'équipe de HU, aucune mission ne soit délaissée. Mais qu'on puisse permettre aussi aux professionnels de plus se concentrer sur une des 4 missions parce que c'est humainement impossible de réaliser comme il faut les 4 missions en même temps. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Clara en parlait, sur le numérique. En quoi, j'aurais 2 sous-questions, en quoi il va favoriser le travail en commun d'une part, et d'autre part, en quoi il va transformer vos métiers, parce qu'on sait bien que numériser, c'est pas mettre en ligne un CERFA, et donc pour l'administration j'entends, mais pour le corps médical c'est pareil, je pense que le métier va changer, donc j'avais ces 2 questions-là, c'est-à-dire le numérique comme outil au service de l'interprofessionnalité ou du travail en commun, d'une part, et d'autre part, comment vous allez évoluer par rapport au numérique. Il y a beaucoup de pratiques qui vont changer, que ce soit la télémédecine, que ce soit l'IA, mais on voit bien que c'est bien le métier qui va changer, et d'ailleurs celui sur les directeurs, Marie en parlait tout à l'heure aussi. Oui, au niveau de l'interprofessionnalité, moi je crois profondément en numérique pour faciliter l'interprofessionnalité parce que quand le dossier du patient ne suit pas le patient et que le patient doit aller voir plusieurs professionnels de santé, effectivement c'est très compliqué de travailler en interpro, c'est très compliqué de ne pas faire de la redondance aussi dans les soins, donc on arrive avec des éléments qui ne sont pas pertinents, où on recommence une radio, où on recommence une biologie parce qu'en fait on n'a pas reçu les résultats. Donc c'est vraiment une nécessité qu'on développe le numérique pour arriver justement à communiquer ensemble, même si je pense que le numérique ne doit surtout pas effacer l'humain, il doit nous permettre de communiquer les données, mais un appel téléphonique, une réunion de visu sera toujours bien meilleur pour arriver à discuter d'un patient entre professionnels plutôt que juste une messagerie écrite. Donc je pense que voilà, ça va énormément aider le travail en interprofessionnalité. Et puis, sur tout ce qui est la transformation de nos métiers, effectivement, on le voit déjà arriver, il y a des intelligences artificielles qui arrivent à mieux diagnostiquer des pathologies de dermatologie, par exemple, que des dermatologues. Donc oui, on va avoir une arrivée des nouvelles technologies qui vont changer notre façon d'exercer la médecine. On sera peut-être moins sur du technique, on sera peut-être moins sur les diagnostics hyper spécialisés et précis. Par contre, on sera... En tout cas, on restera, et on le sera plus, je le crois, dans le relationnel avec le patient, parce que pour faire une annonce de cancer, il n'y aura jamais une machine qui pourra mieux le faire qu'un professionnel de santé, si tant est qu'on puisse dire bien le faire pour ce genre d'annonce. Mais le point de vigilance que je mets là-dedans, c'est que nos études ne sont pas du tout adaptées aux transformations qu'on va voir arriver dans notre formation, puisque nos études sont très très centrées sur les connaissances, très très centrées sur
la technicité, très peu sur le relationnel, très peu sur l'humain. Et pour autant, c'est probablement la médecine que nous exercerons, nous, quand nous serons professionnels de santé. Donc il y a vraiment un besoin aussi d'anticiper ces changements dans notre métier pour les implémenter dans notre formation. Romain ? Oui. Alors, avant de dire finalement qu'est-ce que le numérique va transformer dans nos métiers, déjà, quelle est la place du numérique actuellement dans nos professions? Quand on rentre dans un hôpital, on a une chance sur deux pour qu'il n'y ait pas de système d'information compétent. Il y a une chance sur deux que l'ordinateur s'éteigne dans les 30 minutes, et il y a une chance sur deux que le réseau Internet plante dans la journée. Donc voilà, on part de là. Maintenant, il y a des hôpitaux qui sont très chanceux et qui ont tout ça qui fonctionne bien, et donc c'est ceux-là qui vont avoir une transition numérique finalement efficace, rapide, de qualité. Est-ce que c'est pour autant que ceux qui y a derrière doivent traîner? Je pense qu'il faut avoir l'arrivée du numérique, mais il faut également avoir la possibilité de ne pas créer de gap entre les établissements, parce qu'il y en a quand même déjà un. Donc il faut numériser tout le monde tel qu'on sait le faire aujourd'hui, et aller vers l'avant ensuite. Après, le numérique, en vrai, il est déjà là dans plein de services, dans plein de métiers. Hein. On ne compte plus les automates dans les hôpitaux, les logiciels, tout ça c'est du numérique, tout ça c'est déjà là en fait. Ce vers quoi on tend finalement, c'est du numérique plus quoi, version 2019, l'intelligence artificielle, du traitement de données massives, du machine learning. Pour exemple, en pharmacie, on a beaucoup de personnes, et il y en a déjà là aujourd'hui sur le salon des exposants, qui proposent finalement des logiciels qui sont capables d'apprendre de leur expérience et finalement de conseiller au fur et à mesure. Donc d'apporter de plus en plus de finesse dans le jugement de ce logiciel. Donc tout ça c'est le machine learning, tout ça c'est demain, mais c'est déjà un petit peu aujourd'hui. Il faut juste faire attention à ce que tout ça finalement ne soit pas qu'une manière de prendre en charge des choses globales, donc des choses facilement analysables. Il ne faut pas oublier que dans la médecine, il y a la médecine de population, mais il y a aussi la médecine individuelle, en fait, celle qui nous touche nous, proprement. Et donc il faut toujours garder cette finesse. Et cette finesse, on va l'avoir en utilisant toutes les données populationnelles, hein, dont celles de l'intelligence artificielle, dont celles issues du numérique, mais également toujours cet esprit critique, cet avis de professionnels de santé que nous sommes et pour les missions pour lesquelles nous avons été formés. Alors justement, pour être formé à travailler demain, il faut savoir appréhender tous les outils du numérique, tous les virages du numérique, l'intelligence artificielle, et tout ça, ça doit être fait dans les facultés. Donc ça doit être remis au programme dans les réformes d'enseignement supérieur, donc que ce soit la R1C, la R2C et peut-être la R3C version 2.0, on ne sait jamais. Et voilà. Mais c'est également un rapprochement entre professionnels de santé et d'autres professionnels qui ont plus l'habitude de travailler à ça. Donc ça va être les biostatisticiens, ça va être les informaticiens, ça va être les ingénieurs du biomédical. C'est toutes ces professions avec lesquelles finalement on va être obligé, c'est pas le mot, mais on va devoir travailler main dans la main parce que finalement le numérique va se rapprocher très très vite de la prise en charge médicale et thérapeutique, et donc c'est ensemble qu'on doit avancer pour répondre au mieux aux besoins du patient avec les technologies qui sont d'actualité. De toute façon, les technologies elles vont avancer, donc on va être obligé de les prendre. Hein. Ça ne sert à rien de dire on ne veut pas de cette technologie, elle finira par arriver. Hein. On parle beaucoup de curatifs, hein, même si on a abordé les vaccins, mais je voudrais qu'on puisse un peu faire un focus sur la prévention, parce que ça peut être un des moments, on en a parlé un peu avant, de coopération. Peut-être Bilal d'abord nous rappeler un petit peu quelques éléments, si vous voulez bien. Bien sûr, forcément, quand on parle de prévention, quand on a des étudiants en santé, ça fait forcément écho au CESA. Mais au final, qu'est-ce que le CESA ? Le service sanitaire. Qu'est-ce que le service sanitaire? Je pense que c'est important, et même pour tout le monde, de se rappeler quels sont les objectifs du service sanitaire, comment derrière, sur le terrain, ça se matérialise, et comment, du coup, en tant qu'étudiant en santé, on participe activement à ce service sanitaire. Un des premiers objectifs du service sanitaire, c'est déjà de rapprocher les politiques de santé avec les réels besoins du territoire. C'est-à-dire, on a souvent tendance à se dire, il y a deux échelons. Le service sanitaire, c'est quelque chose de concret et sur le terrain. Le deuxième objectif, c'est de créer une culture commune pour favoriser l'interprofessionnalité entre les étudiants en santé.
Le troisième objectif, c'est de promouvoir l'éducation à la santé à travers de la prévention primaire. Cette prévention primaire, elle est quand même cadrée, elle se regroupe sur 4 grandes thématiques. Il va y avoir tout ce qui tourne autour de la nutrition, il va y avoir tout ce qui tourne autour de l'éducation à la sexualité, les activités physiques, et enfin, du coup, l'activité physique, la nutrition, l'activité physique, l'éducation à la santé et les addictions. Autant pour moi. Et donc ce service sanitaire, concrètement pour l'étudiant, il va se dérouler en 3 grandes phases. La première, ça va être de se dire, on s'est dit, il faut se rapprocher du terrain. Donc il va y avoir la phase théorique. Donc les étudiants déjà vont apprendre, vont se regrouper, vont apprendre à se connaître, ils vont commencer à choisir un thème. Ils vont définir un public cible. Une fois qu'ils auront défini ce public cible, ils vont aller faire une étude de besoin. Après ces études de besoin, des objectifs concrets, des objectifs qui répondent à des enjeux de santé publique en fonction du terrain. Une fois on va dire que ce beau projet est monté, il va falloir du coup investiguer, aller faire de la recherche, construire un dossier, se dire comment en tant qu'étudiant, comment en groupe, on va avoir un impact, on va répondre à nos objectifs. Derrière, une fois que le dossier est monté, bien sûr, l'ensemble du service sanitaire est encadré d'un point de vue pédagogique avec des enseignants, avec des formateurs qui permettent d'accompagner les étudiants tout au long du projet. Ce qui est intéressant dans le service sanitaire, c'est qu'on ne s'arrête pas forcément, on s'arrête pas qu'à la théorie. On dit souvent, c'est dommage, la théorie c'est bien beau, mais des fois il nous faut du concret. Et dans le processus du service sanitaire, on va permettre aux étudiants d'aller sur le terrain et du coup d'aller déjà visiter ce terrain-là, mettre en place et réaliser l'action qu'ils ont construite. Bien sûr, avoir un retour et une évaluation du tuteur et en 3e phase, une évaluation plus généralisée du service sanitaire dans sa globalité. Donc oui, on peut se dire qu'aujourd'hui le service sanitaire c'est une belle philosophie, c'est une bonne ligne directrice, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que concrètement on arrive à mener des actions? Pour être totalement transparent, oui et non. Donc au final on répond à rien, mais si aujourd'hui on veut définir le service sanitaire en une phrase, c'est de se dire c'est sensibiliser les professionnels de santé de demain aux enjeux de santé publique d'aujourd'hui. Alors, au niveau de la prévention, il y a un acteur majeur qui reste quand même la médecine du travail, qui malheureusement est en perte d'attractivité depuis un certain nombre d'années, qui serait nécessaire de remasteriser, de revoir un peu ce qu'on peut faire avec. C'est dans les tubes, comme on dit. Après, au niveau de l'hôpital, il y a quelque chose qui marche plutôt pas mal au niveau de la prévention. Il faut savoir que beaucoup d'arrêts maladie à l'hôpital sont dus aux pathologies lombaires, notamment au niveau des aides-soignants et des infirmiers qui portent à longueur de journée des charges lourdes, et notamment parfois des patients. Et la prévention, enfin un des outils de prévention, ça reste quand même l'exercice physique, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un rapport qui a été remis au ministère des Sports, qui fait 804 pages. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à le lire, qui est très intéressant et qui permettrait et d'une de faire de la prévention donc au niveau de ces pathologies lombosciatiques, mais également de faire aussi de la prévention au niveau des risques psychosociaux, puisque c'est très clairement montré que faire un peu de sport entre midi et 2, ça permet de relâcher pas mal de pression. Donc peut-être réaménager les emplois du temps au niveau hospitalier, puisque là on parle surtout de l'hospitalier, mais pour introduire ces plages horaires qui permettraient de relâcher un peu la pression. Il faut savoir que c'est déjà fait dans de nombreux pays. On est peut-être un peu en retard en France sur le sujet. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui se dotent de structures sportives, puisque maintenant il y a l'exercice physique sur ordonnance depuis 2016, qui est peu connu, mais qui devrait de plus en plus être connu, parce que ça, encore une fois, les effets sont montrés, les effets bénéfiques, notamment sur les affections de longue durée. Donc voilà, nous
privilégie énormément l'exercice physique en matière de prévention à l'hôpital. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais on pense que ça pourrait être pas mal d'explorer cette piste. En termes de prévention, oui, en France, on est quand même très mauvais quand on regarde les chiffres par rapport au reste de l'Europe. Pourquoi on est très mauvais? Parce que les professionnels, en fait, ne sont pas formés à la prévention. Les professionnels de santé, une partie des professionnels de santé sont formés. Typiquement, les infirmiers sont plutôt bien formés à la prévention, si je ne me trompe pas. Par contre, les médecins, on n'y est pas du tout formés. Et c'est pour ça que je rajouterais sur le service sanitaire, pour nous, le premier but du service sanitaire doit être avant tout de la formation à la prévention. Et puis, il doit y avoir d'autres formations à la prévention que seulement celle du service sanitaire dans la formation des médecins. Et c'est le but des réformes en cours aussi, c'est de changer le programme pour avoir plus de prévention dans notre exercice. Donc là, on a parlé de la prévention qui est dispensée par le médecin, mais nous, on a une proposition aussi qui est un peu plus globale, c'est de se dire, est-ce que la prévention, on ne doit pas l'appliquer à tous nos citoyens et pas seulement le citoyen qui va voir son médecin? Est-ce que dans le parcours d'un citoyen, dans le parcours typique d'un citoyen, il ne doit pas y avoir un moment où il passe obligatoirement par des séances de prévention? Et donc on a appelé ça le module d'initiation à la santé qui se passerait au lycée. Et donc, tous les lycéens auraient des temps horaires réservés à ce module dans lequel il y aurait de la prévention, mais aussi un minimum de connaissances sur le corps humain, sur les maladies les plus fréquentes, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans son corps quand on a un rhume, quand on a une angine, quand on a mal au ventre. Et puis, la connaissance aussi de notre système de santé, de pourquoi est-ce que je paye rien quand je vais à la pharmacie, qu'est-ce que c'est que les urgences, quand est-ce que je peux attendre, ne pas aller aux urgences et attendre le médecin généraliste le lendemain ou le surlendemain. Vraiment, une espèce de culture en santé de base que devrait avoir tout citoyen et qui faciliterait bien plus aussi le parcours des citoyens dans notre système de santé, parce que si tous les citoyens avaient un peu plus de connaissances sur leur corps, sur les maladies et sur quels symptômes me disent qu'il faut absolument que j'aille aux urgences et quels symptômes me disent je peux attendre demain ou après-demain, je pense aussi qu'on aurait la situation de notre système de santé serait un peu moins saturée. Et puis c'est tout simplement un enjeu de santé publique que d'augmenter la connaissance scientifique chez tous nos concitoyens, parce qu'il y a aussi la question de l'esprit critique et de l'accoutumance à la science, à l'evidence-based medicine, pour s'éviter tout ce qui est anti-vax, tout ce qui est fake med, je vais dire le mot, et puis voilà, avoir une vraie culture scientifique et santé chez tous nos concitoyens. Romain et Robin. Oui, alors moi je voudrais revenir sur un versant de la prévention, pour lequel nos professions que je représente, donc la pharmacie hospitalière et surtout la biologie médicale, ont pas mal de choses à apporter. Actuellement, la biologie médicale, c'est un versant qui existe donc en ville et aussi à l'hôpital. Et donc, pour la ville, il y a toute une importance de la biologie médicale à se retrouver au sein des CPTS et de pouvoir utiliser toutes les compétences médicales que ces personnes ont apprises durant leur internat. Et parmi laquelle, du coup, il y a toute cette partie de prévention qui actuellement n'est presque pas utilisée par les laboratoires de biologie médicale, qui font quand même un réseau exceptionnel sur le territoire, puisque vous avez quand même bon nombre de laboratoires de biologie médicale à proximité de chez vous. Et donc ces professionnels sont aptes à faire des actions de prévention ponctuelles pour répondre à des campagnes, par exemple des campagnes ministérielles, des campagnes d'instances de santé, mais également tout au long de la vie des patients. Ça peut être par exemple sur des dépistages de maladies comme le diabète, les dyslipidémies, mais pourquoi pas des tests de dépistage du VIH en se présentant simplement au laboratoire de biologie médicale. Actuellement, sur le marché, il y a l'apparition de TROD. Donc, ce sont des tests rapides d'orientation diagnostique contre pas mal de maladies. Et pas mal de ces TROD ont été réputés par l'Académie de pharmacie de mauvaise qualité. Il se trouve que ces tests existent en laboratoire de biologie médicale et que le biologiste médical peut être un professionnel de santé disponible pour répondre à ce besoin d'orientation diagnostique
qu'ont les patients dans la vie de tous les jours. Donc la prévention, ça passe aussi par la biologie médicale et donc par les CPTS de manière globale, puisque le biologiste peut en faire partie intégrante et donc s'articuler avec les autres professionnels de santé pour la prise en charge de l'information et de l'orientation des patients au sein de ces territoires. Juste pour rajouter un petit mot et être totalement d'accord avec Romain, les TROD ils vont permettre aussi d'aller un petit peu plus loin dans le dépistage des maladies, mais également de décider quel va être le bon traitement. On peut notamment parler du cas des angines, où on dispense à tort des antibiotiques et on développe finalement des antibiorésistances et on arrive à un surcoût de dispensation de médicaments, un surcoût pour l'assurance maladie et un surcoût dans le développement de nouvelles molécules pour faire face à cette antibiorésistance. Enfin, je pense que autour de cette table, si je puis dire, on est tous des acteurs, des professionnels de santé, des acteurs de santé publique. Et pour autant, la santé publique est bonne mais pas excellente. Il manque un maillon dans la chaîne, c'est la communication. Et j'ose espérer qu'on va développer des nouveaux moyens de communication, que le DMP va permettre de faire circuler bon nombre d'informations pour que nous puissions coopérer et agir au bon moment avec la bonne solution. Ouais, bien sûr. Juste rajouter un élément, et comme vous allez le voir, nos sujets étaient un petit peu liés. La prévention, c'est aussi effectivement une des missions de la CPTS dont on parlait tout à l'heure. Ces CPTS doivent établir un projet territorial de santé qui doit remplir les cases dans les différentes missions de cette CPTS. On parlait des soins non programmés, mais il y a aussi la prévention dans les missions des CPTS. L'idée, c'est que les professionnels, en se coordonnant, vont se coordonner autour d'un projet de santé qui va être établi pour un territoire donné, qui ne sera pas forcément le même et qui sera pas forcément valable dans le territoire juste à côté, mais qui sera établi pour un territoire qui va correspondre aux besoins de ce territoire-là, aux besoins spécifiques de ce territoire-là, et qui doit être élaboré à l'initiative des différents professionnels qui exercent sur ce territoire et qui composent cette CPTS ou cet organisme de soins primaires, quel que soit son nom. Avant de passer aux questions de la salle, j'avais proposé à chacun et chacune ce que j'avais appelé au début un vœu. Finalement, on l'a rebaptisé le mot de la fin. Donc, je vais proposer à Delphine de commencer, chacun à 1 minute, pour nous dire ce qui lui tient à cœur. Ou pas d'ailleurs. Alors du coup, comme on nous avait dit qu'on pouvait demander ce qu'on voulait, j'ai fait un peu ma liste de courses, mais j'aurais retenu que 3 idées. Alors c'est ce qu'on pourrait fortement attendre pour la suite. Alors je vais commencer par quelque chose d'assez bateau, mais bon, il faut quand même le répéter, que ce serait bien qu'on en termine enfin avec les injonctions paradoxales qui sont chaque jour posées au directeur. Donc ça, ce serait un premier souhait. Un deuxième souhait, ce serait qu'on puisse avoir la même ambition, voire même une ambition encore plus grande pour la loi dépendance à venir, quand je parle de l'ambition par rapport à la loi Ma Santé 2022. Et enfin, alors c'est parce que qui ne demande rien à rien, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre le modèle incitatif appliqué aux professionnels de ville et notamment les enveloppes financières qui sont prévues pour les politiques appliquées aux établissements? Voilà, on tente. Alors un vœu. On va faire un vœu un peu large, mais qui est celui de demain, c'est de ne pas dénuer l'esprit de base que devait avoir cette loi santé, Ma Santé 2022. Un esprit de coopération, un esprit de réforme, d'entrée dans les études de santé, un esprit prônant l'humain et non pas une forme, on va dire, de privation ou de coercition, quelle qu'elle soit, et de reconnaître que finalement, cette loi concerne le patient, mais également des êtres humains qui travaillent au quotidien pour la santé de tous. Donc au final, une bonne loi santé avec une formation adéquate et des compétences qui suivront avec. Alors, on a fait donc cette table ronde tous ensemble. On travaille dans la vie de tous les jours tous ensemble. Ce qui nous manque pour prendre en charge de manière optimale, tous ensemble, encore une fois, nos patients, c'est des moyens, c'est de la communication. Et donc, c'est ça finalement que j'oserais demander, c'est soyez à la hauteur de vos annonces et donnez-nous les moyens pour répondre à tous nos besoins au quotidien, pour prendre en charge nos patients de manière optimale, telle qu'ils le souhaitent et telle que nous le souhaitons aussi. Bon. Un vœu, c'est toujours court, mais on va essayer de faire concis. Effectivement, on parle de choc générationnel.
Si j'avais un vœu, c'est de se dire aujourd'hui, on a besoin d'arrêter de parler soins et d'avoir le prisme santé. On a besoin de recentrer nos intentions sur le patient et surtout, il est primordial de laisser la chance aux jeunes futurs professionnels de vivre la profession telle qu'ils la conçoivent. Et c'est ça qui est super important, c'est que c'est pas en faisant des barrages, enfin l'exercice va évoluer, les personnes qui vont exercer, c'est bien les jeunes, c'est bien les futurs professionnels, et donc c'est primordial qu'on puisse construire la santé de demain ensemble. Un vœu, ce serait qu'il y ait du bien-être pour tous, qu'il y en ait pour les patients, c'est-à-dire que tout le monde que tout le monde ait accès, tout le monde soit couvert. Enfin, il faut savoir quand même que 85 ou 97% de la population française a accès à un médecin en moins de 15 minutes, qu'enfin qu'on termine et que ce soit 100%, que tout le monde ait accès à des rendez-vous dans des délais convenables. Mais qu'aussi que les professionnels aussi se retrouvent un peu de joie de vivre dans leur exercice, que les étudiants retrouvent un peu d'envie, enfin un peu de joie. Encore une fois, il faut se rappeler que 20% entre les étudiants qui rentrent en première année de médecine et ceux qui sortent de l'internat, il y en a 20% qui disparaissent. Alors, je vous rassure, hein, ils ne sont pas morts, mais ils partent on ne sait pas où. Et il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Donc, le souhait, ce serait vraiment que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les patients que les professionnels de santé. Alors, comme on l'a vu, les chantiers sont très nombreux, Ma Santé 2022, le projet de loi, etc. Et nous, de notre côté, on est quand même assez bien conscient qu'il va falloir du temps. Ça, c'est l'élément qui est primordial. Il va falloir du temps pour réussir cette transition vers un exercice parfaitement coordonné des professionnels de santé d'un territoire. De notre côté, pour la médecine générale, mais je pense que c'est le cas de l'ensemble des professionnels de santé, on est très enthousiaste à l'idée de construire un système de santé durable, équitable, pour exercer pour le meilleur des soins de nos patients. Et ça, ce qui va être au cœur de ça, qui va être un élément primordial, c'est la concertation des professionnels de santé, pour qu'en fait tous ces dispositifs qu'on met en place, ce panel de dispositifs, déjà ils soient conformes à leurs attentes. Et ensuite, ce qui va vraiment être important, c'est que tous ces dispositifs, on puisse avoir de la visibilité, de la lisibilité dans ces dispositifs, pour que les professionnels installés, et comme ceux qui vont s'installer, puissent en fait, y comprendre quelque chose, réussir à tracer leur chemin et à avoir l'exercice qu'ils souhaitent là-dedans, en se saisissant de tout ce qui existe. Et puis, si vous avez trouvé les idées qu'on a développées assez intéressantes, rassurez-vous, on va bientôt pouvoir exercer et remplir ces missions. Moi, si j'avais un vœu à dire aussi, déjà je souscris à tous les vœux précédents, ça me permet d'en faire plus. Et puis, un vœu, c'est que là, on a beaucoup parlé de la loi, on a beaucoup parlé du niveau national, mais en fait, je crois profondément que la santé, ça s'organise au niveau local, ça s'organise avec les acteurs locaux, avec les professionnels de santé locaux, mais aussi avec les collectivités locales, et tout ce petit monde, les associations de patients, tout le petit monde du bassin de vie qui, lui, va s'organiser pour mettre en place les structures qui lui sont le plus adaptées et qui répondront à leurs besoins. Alors tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une convergence de ces acteurs-là qui parfois, à l'heure actuelle, ne se parlent pas assez et qu'ils puissent monter ensemble des projets qui puissent nous permettre justement d'exercer cette médecine qu'on souhaite, cette médecine coordonnée, de proximité avec le patient. Et ces projets-là, ils existent déjà à l'heure actuelle dans plusieurs villes. Maintenant, il suffit de nous faire confiance et de nous permettre de les répandre, ces modèles-là, de nous faciliter la tâche pour faire ces projets-là à l'initiative du professionnel, pour que, faites-nous confiance, on les réalise et on améliore ensemble notre profession et la prise en charge du patient. Comme je l'ai dit en tout début d'intervention, je pense qu'il y a véritablement un changement de posture dans les nouvelles générations de directeurs, une ouverture qui est plus certaine sur la ville et un élan coopératif qui est sans doute plus spontané. Donc il y a de la conviction, il y a de l'envie. Maintenant, il faut avoir les moyens de pouvoir aussi considérer, réaliser notre rôle autrement. Voilà, le souhait, c'est que Ma Santé 2022 puisse répondre à cela. Et puis pour
un souhait aussi concernant la réforme de la formation qui pourrait, je l'espère, nous permettre d'augmenter l'attractivité de nos hôpitaux sur les territoires. Moi, j'avais un vœu qui a été exaucé, c'était de tenir le timing alors qu'on était 9, 8 intervenants et un modérateur. Donc, je voudrais vraiment remercier vivement et chaleureusement l'ensemble des participants pour cet échange vraiment riche, dense et vraiment merci à eux et je voudrais qu'on les applaudisse avant de passer aux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe le micro ou c'est moi qui le fais? Y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a des micros, donc je vous laisse lever la main pour qu'un micro vous soit apporté. Moi, je suis aveuglé par le spot d'en face depuis tout à l'heure, comme tous mes voisins, donc je ne vois pas qui va poser la question, mais dans votre dos, il y a quelqu'un qui vous apporte des micros. Présentez-vous si vous voulez bien avant de poser la question. Non, il n'y a pas de... Si vous avez besoin de micro, peut-être. Ouais. Bonjour, moi je suis Mathilde Simon, je suis étudiante cadre de santé. Donc je viens vous parler là non pas en tant que futur professionnel parce que je suis désolée de vous le dire, mais quand je vous entends j'ai l'impression d'être une vieille bique blasée. Clairement vous avez parlé à un moment de management en disant qu'il n'y a personne qui était étiqueté pour faire du management à l'hôpital. Donc j'ai envie de vous poser la question de qu'est-ce que je fais comme étude et qu'est-ce que je vais devenir. Oui. Je pense pas qu'on ait dit qu'il y avait personne pour faire du management dans les CHU, et du coup je pense que si ça a été perçu comme ça, en tout cas c'était pas notre intention. L'idée c'était de se dire que justement le management était une compétence à part entière et qu'il fallait à travers de la formation et à travers de la volonté, donc notamment pour des personnes qui font des études pour devenir cadres, qui identifient leur volonté de manager une équipe et de vouloir être des acteurs de terrain, comme toujours cette philosophie de se dire on a envie de faire en sorte que les professionnels de santé vont pouvoir travailler de manière efficace ensemble. Et effectivement, dans la formation de cadres de santé, il y a un grand volet sur le management, ce qui n'est pas le cas partout malheureusement. Et puis voilà, le management, surtout, c'est ce que Bilal, tu avais dit, que j'avais trouvé très juste, c'est que ce n'est pas l'apanage de une profession, ça devrait être quelque chose qui est enseigné chez tous les professionnels, parce qu'au final, on va tous, à un moment donné, manager. L'interne manage l'externe, le CCA manage l'interne, et on peut continuer comme ça. Donc, il y a un management à l'hôpital, mais il n'est pas assez fait, il est mal fait, parce que la plupart des professionnels qui sont à l'hôpital ne sont pas formés pour ça. Bonjour, Diane Robinovitz, responsable du pôle santé et soins à la Fédération Adès à domicile, donc une fédération qui représente les employeurs du secteur de l'aide et du soin à domicile. Le plan Ma Santé 2022 prône le déploiement des différentes formes d'exercice coordonné. Donc vous avez parlé des CPTS, vous avez cité les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais le plan vise aussi le déploiement des centres de santé. Donc je me demandais quel était le positionnement des futurs professionnels de santé sur l'exercice salarié et plus globalement sur le rôle que jouent et qu'ont à jouer les centres de santé dans l'offre de soins de proximité au regard notamment de leur mission d'égal accès aux soins de tous, le principe de non-discrimination, de tiers payants, etc. Tout en sachant que le dispositif des 400 médecins généralistes en zone sous-dense vise aussi l'exercice salarié en centre de santé et que les négociations dans le cadre du futur ACI-CPTS inclut les professionnels de santé, mais aussi les centres de santé. Merci beaucoup.
En fait, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Les centres de santé, l'exercice salariat, il a toute sa place. Il a la même place que les autres modes d'exercice en fait dans notre système de santé. Une MSP et un centre de santé, ils ont la même place dans le système, dans notre système de santé. Et en plus, effectivement, nous on sait de notre côté qu'ils attirent des professionnels. On a une partie des internes qui souhaitent s'orienter vers un exercice salarié parce qu'il offre un certain confort qu'on ne trouve pas en exercice libéral. Enfin, il y a des différences aussi de mode d'exercice. Certains sont attirés par le salariat, d'autres par le libéral. Ils ont tous les deux exactement la même place à avoir dans notre système de santé. Et ça va au-delà de juste les soins coordonnés. Ça va aussi sur l'enseignement, la recherche, la part universitaire. On parle de maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, mais c'est la même chose pour les centres de santé qui peuvent être universitaires. C'est la même chose avec le recrutement de maîtres de stage des universités qui peut tout à fait se faire dans les centres de santé. La formation peut également se faire dans les centres de santé. Je pense qu'effectivement c'est une excellente initiative parce qu'il faut qu'on puisse en fait avoir davantage de solutions un peu à la carte pour les professionnels, parce que voilà, si on veut s'installer dans une zone peut-être un peu plus rurale, etc., c'est vrai qu'entre soit travailler pour l'hôpital de proximité, mais généralement qui ne travaille qu'avec les médecins libéraux, ou s'installer en libéral, c'est vrai qu'il manquait peut-être une autre possibilité, et j'espère que ça permettra à davantage de professionnels de s'engager dans certaines zones, en tout cas, voilà. Et c'est vrai que dans la même logique, hein, favoriser les postes partagés ville-hôpital, c'est une excellente initiative, et il faut, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de GHT qui se sont emparés du dispositif. Il faut que l'hôpital puisse être en mesure de proposer aussi ce type de poste-là, et essayer de repenser peut-être certaines organisations pour favoriser justement les exercices mixtes qui favorisent alors non seulement l'attractivité pour les professionnels, mais également les parcours de santé. Si on fait le parallèle avec le mode de fonctionnement des hôpitaux de proximité, ce qui constitue la force de ces établissements, c'est justement que ce sont les mêmes professionnels qui suivent le patient au domicile et qui le suivent à l'hôpital. Voilà. Bonsoir. Durant la conférence, j'ai entendu parler de CHU qui broient leurs internes. Donc ça a été dit en ces termes. Est-ce que ce point interpelle le cabinet ministériel ? Vous pouvez répéter à la fin ? Donc effectivement, il apparaît que certains CHU broient leurs internes, ce qui n'est pas forcément bon sur le long terme. Est-ce que ce point interpelle donc le cabinet ministériel, et donc quelle réponse apporter pour un hôpital plus humain vis-à-vis de ses employés ? Alors, ça n'a pas été remonté au cabinet ministériel pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a beaucoup de mal en fait à dépister et à chiffrer en fait ce ressenti qu'ont des internes. Alors, je vous parle de ressenti parce qu'il y a le groupe, le ressenti du groupe, mais on a également, et ma boîte mail en est archi pleine, des internes qui sont en très grande souffrance et qui n'y arrivent plus, hein, qui sont vraiment à bout. On a des arrêts maladie. Enfin, je pense que d'ailleurs j'en ai largement moins que quand on peut en avoir l'ISNI ou l'ISNAR, hein, par exemple, mais on a un nombre phénoménal d'internes qui vivent mal ou qui vivent très mal, voire qui arrêtent leur internat parce que ça ne va pas. Le CHU, j'ai dit que c'est une machine à broyer. Après, il faut le voir sur l'individu, pas sur le groupe. Il y a des individus internes qui le vivent très bien, et heureusement, et j'en fais partie, j'adore mon travail au CHU. Mais on a des internes qui sont peut-être moralement un peu plus faibles, et ceux-là sont complètement broyés. Et ce qui m'embête là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un problème d'éducation des encadrants à dépister ce genre de choses. On a des internes que l'on voit en souffrance, et on a des seniors qui n'apportent pas les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser, d'écouter, peut-être de réduire temporairement une charge de travail pour essayer de comprendre ce qui se passe et de préserver un peu plus l'interne, ça se traduit souvent par de la sanction, qu'elle soit simplement verbale ou qu'elle soit derrière plus marquée, comme par exemple un retrait d'une activité pour manquement. Mais c'est des choses très dures. Et je pense que pour passer d'un CHU qui soit un peu une machine à broyer des personnes à un CHU qui soit plutôt promoteur d'excellence, parce que c'est ça quand même la mission du CHU, il n'y a qu'un pas, et c'est cette formation et savoir reconnaître la souffrance et savoir y répondre correctement. Et quand on arrivera à ce moment-là, je pense qu'on arrivera à de très belles choses, et ma boîte mail se videra de tous ces messages qui sont
assez horrible à lire au quotidien et je vous assure que je parle en connaissance de cause. Pour les étudiants, ça a été quand même chiffré dans un certain nombre de professions. En tout cas, pour les étudiants en médecine, on a réalisé une étude, ISNI, ISNAR, ANEMF, autour justement de la santé mentale de nos étudiants. Et on a eu 70% de symptômes anxieux chez nos étudiants, 30% de symptômes dépressifs et 7% d'idées suicidaires ou de passage à l'acte sérieuses. 24%, ok, 24%. J'étais plus optimiste. Donc ça a été chiffré et les autres structures qui sont là en ont fait aussi. On a fait remonter ça au ministère et au niveau des étudiants, au niveau de la formation, et c'est là où justement je pense qu'il manque quelque chose, une prise de conscience du ministère au niveau professionnel, au niveau de l'exercice, mais au niveau des étudiants, le ministère a mis en place ce qu'on appelle le Centre national d'appui. En tout cas, nous l'a promis, là on est dans la phase de construction et de préparation, il n'est pas encore lancé. Et ce centre national d'appui est censé appuyer tous les professionnels, tous les étudiants en santé dans leurs études pour justement les accompagner, avant que ça aille mal même, les accompagner quand ils ont des doutes dans leurs études. On espère que ce centre national d'appui sera efficace, mais les choses ne seront pas résolues juste par une structure nationale ministérielle. Ça dépend en fait de l'implication de tous les acteurs locaux. Vous allez dire que j'aime beaucoup le local, mais ça dépend du local en fait. Ça dépend des doyens, des facultés qui mettent en place des cellules pour accueillir ces étudiants-là. Actuellement, les cellules sont mises en place dans les facultés, mais demander à un étudiant est-ce qu'il y a à qui il doit s'adresser quand il se sent mal, il ne sait pas. Il y a un vrai manque d'informations de nos étudiants sur quelles sont les structures, à qui je peux m'adresser. Ah oui, en fait, la faculté a mis en place quelque chose pour moi. Donc il y a un vrai manque d'implication et il y a aussi un manque de prise de conscience, parce que comme tu le disais, Romain, quand on est externe et qu'on n'a pas que les stages à l'hôpital, mais aussi des cours à côté à faire, on s'en prend un certain nombre de remarques et des sanctions parce que on veut partir à l'heure de notre stage et pas faire 3 heures de plus d'heures supplémentaires, parce qu'en fait, c'est des heures qu'on prend sur aussi nos études, et ce sera encore pire, je laisserai parler les internes, pour le temps de travail qui est dépassé. Et justement, à ce sujet, effectivement, sur tout ce qui est les risques, tout ce qui sont les risques psychosociaux et la souffrance au travail, on parlait de prévention tout à l'heure, et là, il y a aussi un énorme enjeu, c'est la prévention de ces risques psychosociaux. Et dans l'étude que citait Clara, on a montré que l'un des principaux facteurs de risque de souffrance au travail, c'est le temps de travail. C'est un tout temps de travail qui dépasse les 48 heures hebdomadaires. 48 heures hebdomadaires, c'est déjà pas mal. En fait, au-delà, dès qu'on dépasse les 48 heures, on a une majoration très importante des risques psychosociaux des étudiants. Et on a fait, nous, de notre côté, une étude sur les internes de médecine générale à l'automne dernier, et on avait largement plus de la moitié de nos étudiants qui dépassaient les 48 heures. Certains allaient jusqu'à 60, voire 80 heures par semaine. 80 heures par semaine, c'est à peu près 11 heures par jour, 7 jours sur 7. Et donc on est encore loin d'arriver à un respect de cette réglementation qui est en fait qui a en plus un rôle protecteur pour la santé mentale de nos étudiants. Et au-delà de cette prévention, il faut savoir dépister en fait tous ces risques psychosociaux et sensibiliser l'ensemble des étudiants pour que quand un étudiant aille mal, ses co-internes, ses co-externes ou ses co-étudiants infirmiers puissent le reconnaître et pouvoir lui en parler, et aussi pouvoir l'aider déjà et l'orienter, l'accompagner, commencer l'accompagnement. En fait, il commence dès le début, il commence par les proches, par les pairs qui peuvent intervenir. Juste, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas m'étendre dessus, mais sur le pourquoi le CHU en particulier, c'est aussi l'activité. L'activité au CHU est quand même très importante. Malheureusement, elle ne s'est pas adaptée au nombre d'internes qui sont au service. Moi, il y a énormément de spécialités qui viennent me voir en me disant on a un interne dans un service alors qu'il en faudrait 5.
forcément, du coup, ça demande à l'interne de rester un peu plus longtemps. Donc, on a à Lyon, donc il y a une étude qui a été faite à l'ISNA, et une étude qui a été faite aussi pour toutes les spécialités, cette fois-ci juste en local à Lyon. On a lancé la nationale hier. À Lyon, il n'y a que 18% des internes qui travaillent 48 heures par semaine. Tout le reste, c'est au-dessus, et on est en plus sur une moyenne de 80-85 heures par semaine en moyenne. Après 48 heures, c'est très très vite, ça s'atteint très très vite, notamment pour les spécialités chirurgicales, de garde de 24 heures dans la semaine, et hop, on y est à 48 heures. Donc il y a quelque chose à revoir dessus, mais on pense vraiment que déjà adapter l'activité des services, et notamment dans les CHU, au nombre d'internes qu'il y a dans les services, ce serait quelque chose qui serait déjà pas mal. Parce qu'on parle temps de travail, je voudrais pas qu'on déborde trop non plus. Une dernière question peut-être ? Bonjour, Jonathan Herkovitch, journaliste pour WhatsApp Doc. J'ai une question à poser à tous les intervenants qui sont là. Vous êtes, notamment au niveau de l'exercice coordonné, vous avez fait preuve de pas mal de solidarité dans vos propos, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. En revanche... Les salons ferment à présent leurs portes. Rendez-vous demain à partir de 9h. Très bonne soirée à tous. Est-ce que je continue la question ou... Ça marche pas à l'hôpital. Du coup, ma question, en fait, c'était face à d'autres représentants du monde médical, paramédical, qui ont aussi leur mot à dire. Donc, je parle des plus âgés, en gros. Hein. Est-ce que vous pensez que votre voix puisse être entendue et que ça puisse, que ce que vous voulez mettre en place ne s'enlise pas dans des discussions où on connaît, hein, il y a des querelles de clochers entre les pharmaciens, entre les médecins, entre les différents professionnels de santé. Est-ce que vous pensez que votre message ne risque pas de s'enliser dans d'autres considérations, quoi? J'ai envie de dire que ça va de notre message, notamment vis-à-vis du fonctionnement de l'hôpital, va de sa survie en fait, parce que tout simplement, encore une fois, on le voit bien au niveau de l'exercice du salariat qui se développe de plus en plus, des différents types d'exercices les exercices sont de plus en plus variés en fait, quand les professionnels ne se retrouvent plus dans un exercice, et ben ils vont chercher une autre façon d'exercer. Et si l'hôpital veut redevenir attractif, et ben il faut qu'il fasse les changements nécessaires. Si on veut réduire la demande de soins, et ben il faut qu'on fasse de l'exercice plus coordonné et qu'on soit plus interprofessionnel. Enfin, c'est autant de choses qu'il faut. Enfin, c'est la survie de beaucoup de choses qui dépendent de ces changements. Donc, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Je vais aussi pouvoir répondre un petit peu à ça. Par exemple, spécifiquement sur le plan DRPS, on parlait tout à l'heure, tu mentionnais les usagers. Oui, on espère qu'ils vont pouvoir entendre aussi ce qu'on a à dire sur la prévention des risques psychosociaux et le temps de travail, parce qu'en fait, on sait qu'un soignant qui est en souffrance, c'est un soignant qui sur une moindre qualité des soins. Donc en fait, ça retentit sur les prises en charge des patients. Donc c'est très important aussi qu'on puisse leur faire entendre ce message. Mais, et après, porter auprès du gouvernement, auprès de différentes instances, nos positions, nos idées et ce qu'on a pu débattre là. Effectivement, c'est notre travail au quotidien. Ça se voit déjà un petit peu. On a dans le projet de loi, on a un certain nombre d'éléments qu'on a pu porter, qu'on a pu discuter, qu'on peut discuter en amont. Des fois, des projets qu'on porte depuis un certain temps. Et puis au local, pour revenir du coup au local, en fait, on a certaines zones où on a des professionnels qui s'organisent déjà tout seuls. La CPTS, avant d'exister au niveau national, c'était un exemple local. On a de nombreux exemples, de nombreuses expérimentations en fait dans différentes régions, dans différents départements, d'organisations à différentes échelles entre différents professionnels. Chacun organise l'attractivité de son territoire, son réseau de soins. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de ressortir les exemples qui marchent le mieux et de structurer ça et de proposer à d'autres un schéma ou des grandes lignes d'un schéma qui semble fonctionner. Pour porter le message qu'on explique finalement aujourd'hui, on n'est pas tout le temps obligé d'être d'accord. D'ailleurs, ça nous arrive rarement. Mais quand on l'est, on arrive à sortir des contributions communes et aller jusqu'au bout. C'était notamment le cas pour la réforme de la PACES. On y arrive, on discute, on tombe d'accord sur nos désaccords, et parfois sur des accords, et ça c'est encore mieux. Mais le but, c'est de continuer cette discussion-là avec nos syndicats seniors, et à terme,
pouvoir aussi que les futures jeunes générations, aujourd'hui on parle d'un moment T, mais ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ensemble, que nous avons des bureaux parfois même en commun, que ces générations-là continuent, que nous continuons à travailler ensemble, que nos structures continuent à travailler ensemble et à réunir de plus en plus de personnes, de plus en plus d'acteurs, et qu'à terme, avec finalement ce renouvellement de génération qu'il peut y avoir également dans les syndicats, qu'ils soient seniors ou juniors, il y ait ce message où nous arrivions à discuter ensemble. Et puis, pour terminer rapidement, je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas trop opposer les organisations jeunes des organisations, comme on dit, professionnelles ou seniors. J'aime pas le mot choc de génération parce que je pense que au final ce qu'on dit c'est du bon sens et que dans les structures, nos représentants seniors font aussi preuve de bon sens. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive surtout à trouver des consensus entre les seniors et nous, parce que oui, on doit avoir notre mot à dire, parce que c'est nous qui exercerons ce qu'on prévoit là maintenant, mais les seniors ont aussi leur mot à dire. Et puis, c'est pas qu'au niveau du gouvernement qu'il faut inculquer ce fait d'écouter les jeunes, c'est dans toutes les instances, c'est aussi au niveau des députés, c'est aussi au niveau des parlements, c'est aussi au niveau des structures locales, encore une fois, où il faut qu'on facilite aussi la communication entre les étudiants typiquement et leurs instances de direction et leurs maîtres de stage, qu'on arrive à écouter les jeunes parce qu'on a un discours qui fait preuve de bon sens. Ok, je vous remercie beaucoup. Je propose qu'on s'en arrête là. Et vous avez vu que jusqu'à la FHF, on écoute les jeunes, n'est-ce pas? Petit coup de pub, et puis donc à demain pour la suite des salons. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Merci.